Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue parmi nous pour cette deuxième édition de l'émission The Pro I Want to Be. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une émission qui a pour but de mettre l'accent sur les différents métiers qui découlent des différentes formations de l'UM6P. Donc, je suis Salma Rifi, étudiante en architecture en deuxième année à la School of Architecture, Planning and Design. Je passe la parole à Atman. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de votre émission The Pro I Want to Be. Je me présente, Atman Marrakchi, participant Mahir Center à l'UM6P. Donc aujourd'hui, on a parmi nous professeur Hassan Douane. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci. Donc, professeur Hassan Douane, directeur de la School of Architecture, Planning and Design, c'est l'école de l'architecture, de la planification urbaine et territoriale et design de l'UM6P. Merci beaucoup, professeur. Plaisir. Donc, aujourd'hui, la thématique de la semaine, c'est celle de l'architecture, plus précisément l'architecture intelligente pour les territoires résilients. Alors, professeur Redouane, tout naturellement, ma première question va être, je vous demande de nous éclairer justement sur cette notion d'architecture intelligente. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet? Merci, Atman. Donc, l'architecture intelligente, quoique le mot intelligence est nouveau, parce que ce mot, bien sûr, a été grâce aux outils numériques, mais dont le domaine et la pratique professionnelle de l'architecture, ce mot n'est pas nouveau. Donc, l'intelligence, on n'est pas intelligent en 2021, on était toujours intelligent, et l'histoire de l'humanité est pleine des leçons d'accords d'intelligence en matière d'architecture et du cadre bâti. Donc, l'architecture intelligente, au-delà des outils intelligents, c'est une architecture interactive, donc il ne s'agit pas de l'architecture classique, donc on conçoit des bâtiments et ces bâtiments, c'est l'usager qui va les adapter et les adopter, mais on essaie d'augmenter la réalité de la conception architecturale à travers les outils numériques pour que cette architecture soit efficace et efficiente sur tous les plans. Et surtout, maintenant, bien sûr, l'industrie du bâtiment devient de plus en plus complexe. Et dans ce sens, il y a les matériaux smart, il y a les structures smart, il y a l'efficacité énergétique, il y a aussi la question du facteur humain et de l'organisation spatiale. Donc, l'intelligence, tout simplement, c'est rehausser le niveau de la performance du bâtiment, du quartier, de la ville et du territoire. C'est ça la notion de l'architecture intelligente. Et dans le contexte maroco-africain, l'intelligence, comme j'ai dit, va au-delà de l'outil de l'intelligence numérique. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Donc, si on a bien compris, lorsqu'on parle d'architecture intelligente, on ne parle pas uniquement, ce terme n'est pas uniquement réservé à l'usage des outils numériques, mais aussi on peut observer plusieurs autres types d'architecture intelligente, notamment lorsqu'on parle d'architecture traditionnelle. Ah oui, bien sûr. Donc, bien sûr, l'architecture traditionnelle, c'est un portfolio, c'est un encyclopédie de langage, de vocabulaire, d'expériences humaines. C'est obligatoire. Mais comment explorer cette banque de données de l'histoire pour projeter le futur? Et dans ce sens, les outils numériques, et ce n'est pas seulement des outils de dessin d'un croquis autour d'un parti architectural figé, mais plutôt comment explorer le génie du contexte. Le génie du contexte par rapport à la mémoire culturelle, par rapport à l'efficacité énergétique et tout ce qui concerne la durabilité maintenant. Il concerne aussi les traditions des gens, comment on peut les capturer à travers, bien sûr, la réalité virtuelle. Et dans ce sens, les différentes dimensions d'évolution de la conception numérique à travers la réalité virtuelle, à travers la réalité augmentée, augmented reality, à travers aussi les twin digital. Donc, on peut aller même dans des simulations des réalités dans le monde virtuel, jusqu'on arrive à des dimensions qui sont très avancées de concevoir dans l'abstrait, mais à travers une réalité comme c'est du concret. Et d'où, par exemple, dans le monde numérique, l'apparition du BIM, Building Information Management, qui gère un peu le projet de la conception jusqu'à la réalisation. C'est pas comme avant, dans le projet classique, on projette dans l'abstrait, on fait des dessins dans l'abstrait, même l'estimation au niveau de l'ingénierie de la construction, elle reste
tests toujours et des simulations qui sont classiques. Maintenant, c'est dans le sens, si je peux dire, de la conception intégrée, intelligente du projet architectural pour aller au-delà du numérique, mais d'imaginer, de concevoir et pourquoi pas réaliser dans le virtuel. Et dans ce sens, on peut facilement réduire le nombre d'erreurs. Il ne faut pas oublier que dans le bâtiment, les erreurs, on ne les voit pas. Mais après 10 ans, lorsqu'on fait le post-mortem evaluation, donc l'évaluation après la réalisation en questionnant les usagers, on trouve qu'on a fait beaucoup de problèmes dans l'architecture, le bâtiment, le quartier et la ville. Et cela, c'est la même chose comme au niveau du bâtiment, comme au niveau de la ville. Parce qu'on parle des systèmes complexes, comment les démanteler à travers, bien sûr, des résolutions intelligentes pour arriver à des contextes et des réalités réelles, virtuelles, mais optimisées sur tous les plans. D'accord. Donc justement, aujourd'hui, on a l'occasion de vous avoir parmi nous. Vous êtes un professionnel du métier. J'aimerais savoir comment vous avez perçu justement cette transition de architecture conventionnelle à une architecture, comme on dit aujourd'hui, intelligente. Oui, c'est une question pertinente. Pourquoi? Parce qu'on doit aussi ne pas parler seulement par rapport à la pratique professionnelle, parce que nous sommes dans une université et on a fondé, grâce à une université, une nouvelle école avec une nouvelle philosophie. Et dans le sens, l'UM6P, grâce à l'infrastructure intelligente de l'UM6P, grâce aussi à l'écosystème de l'UM6P où il y a tout un génie industriel et un génie savoir-faire, il y a aussi une révolution sur la question de l'ingénierie pédagogique ou de la pédagogie de l'enseignement de l'architecture. D'où l'importance du numérique pour aller d'une pédagogie conventionnelle à une pédagogie intelligente de l'enseignement de l'architecte. Et dans cette intelligence de la pédagogie, il y a cette question du cursus classique. On doit doter l'étudiant par les éléments artistiques, 3 ans de formation que sur le côté, bien sûr, esthétique, pour que l'étudiant, au 3e année, peut traduire, convertir cette idée de l'abstrait à travers la main, à travers les supports artistiques classiques. Je ne dis pas le contraire. C'est bien d'avoir les outils artistiques. C'est bien d'utiliser la main qui est liée au cerveau dans le sens de la perception et comment concevoir la perception à travers un dessin. Mais maintenant, on a des outils numériques qui vont faciliter pour l'étudiant de l'architecture à concevoir dans la réalité virtuelle, tout en gardant sa capacité artistique et aussi la dimension créativité. Je vais souligner seulement le mot créativité, parce que la créativité, c'est au-delà de la dimension artistique, mais aussi l'élément ingénierie, l'élément technologie, l'élément design, l'élément aussi, la complexité de l'existentiel de l'humain par rapport à tout ce qui est spatial. Et dans ce sens, je pense il y a une transition de la pédagogie classique conventionnelle à une pédagogie intelligente qu'on est en train d'adopter à l'UM6P. Sur la question de l'exercice professionnel, tous mes collègues à l'échelle nationale, que je salue d'ailleurs parce que les architectes marocains sont très bien présentés à l'échelle internationale, vu l'importance du territoire marocain qui est doté d'un patrimoine exceptionnel, d'un paysage naturel aussi comme source d'inspiration. Le Maroc était toujours un laboratoire d'expérimentation dans la production architecturale depuis le protectorat. Donc, dans ce sens, passer de l'architecture conventionnelle, je ne vais pas dire conventionnelle, mais la pratique de la conception conventionnelle et comment explorer le numérique pour augmenter l'expérience de l'architecte, tout en explorant son recul par rapport à sa tradition, sa mémoire culturelle, son environnement. Et cela, je l'ai bien expliqué dans mon livre Architecture and Context Design in the Middle East avec Weil International, donc la maison de publication internationale, où je suis en train de conseiller mes confrères, consoeurs architectes à l'échelle du Maroc, à l'échelle de l'Afrique, d'aller au-delà, d'accord, du pastiche, aller au-delà des solutions fragmentées et aller vers des solutions intégrées
grâce à l'outil numérique qui n'est pas seulement dessin comme CAD et AutoCAD, mais plutôt la réalité virtuelle, les 3D Max, toutes les possibilités de simuler les réalités en 3D dans le virtuel. Et au-delà de ça, il y a le VR, donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qu'on peut même réduire les erreurs dans nos projets qu'on est en train de concevoir. Et dans ce sens, on est très ouvert au monde de la pratique professionnelle. Et l'UM6P, SAPLOS-D, la School of Architecture Planning and Design, il est fait comme plateforme d'échange entre la pédagogie intelligente et l'exercice professionnel. Sans la pratique de nos confrères consoeurs dans le marché professionnel, on ne peut pas retourner vers la pédagogie pour la rectifier. Donc, l'enseignement de l'architecture, il est très complexe, comme la médecine. Donc, il nous faut toujours learning by doing, donc hands-on pedagogy. Et tout cela, c'est un dialogue entre la pratique professionnelle et la pédagogie intelligente pour qu'on soit, ou pour que nos lauréats qui vont avoir le diplôme de cette school de l'UM6P doivent être très performants dans un marché professionnel en mutation. On n'est plus sur le marché professionnel classique. On est sur un nouveau marché professionnel aussi intelligent, par les moyens, par l'intelligence des communautés. On n'est pas dans les communautés des années 60, on est dans une communauté de 2021. Donc, il y a des exigences et il y a des besoins contemporains qu'on doit bien sûr adopter dans notre conception intelligente, soit dans le monde de l'exercice professionnel, soit dans une pédagogie intelligente pour former une nouvelle génération d'architectes capables de décerner les problèmes complexes et chercher des résolutions intelligentes par tous les moyens. D'accord, donc c'est bien justement que vous ayez abordé le sujet. On comprend que l'architecture est un domaine qui ne cesse de se réinventer. Justement, que pourriez-vous dire aux jeunes étudiants sur ces nouveaux métiers de l'architecture intelligente ? Merci. Donc, c'est vrai, on n'est pas sur la formation de l'architecte des années 40, des années 30, qui est le seul concepteur qui va faire tout. L'industrie du bâtiment devient plus en plus très complexe parce que la technologie avance rapidement et on ne peut pas donner le dos à cette technologie. D'où il faut changer le mindset, comment on forme l'architecte et comment on forme aussi, comment on sensibilise l'architecte dans le marché professionnel, qu'il y a beaucoup de métiers autour de l'architecture et l'architecte doit, s'il ne peut pas bien sûr se spécialiser dans tous ces métiers, il doit être sensibilisé sur ces métiers dans son cursus de formation pour communiquer avec les autres corps de métiers de l'architecture. Je vous donne un exemple. Il y a maintenant la loi de la réglementation autour de tout ce qui est thermique et énergétique. Nous, les architectes, on n'était pas formés pour cela. Et c'est une exigence de la durabilité tout en respectant les ODD, donc les objectifs de développement durable, SDGs, donc Sustainable Development Goals des Nations Unies. Donc, pour nous, la question de durabilité et l'énergie, il devient un métier. D'accord, comment évaluer, comment faire des simulations de la performance thermique et énergétique du bâtiment avant de le concevoir. Deuxième métier, c'est les matériaux smart. Les matériaux smart ou les matériaux intelligents, ces matériaux intelligents, ils ont révolutionné le mode de la conception. Avant, on n'avait que le béton, donc le poteau-poutre. Mais maintenant, avec la révolution des matériaux smart, les systèmes de structure ont été révolutionnés. Et aussi, la conception architecturale. On n'est plus sur les niveaux, on n'est plus sur l'enveloppe classique. On peut maintenant jouer autour des différentes enveloppes, des différents bâtiments dans le domaine d'architecture, d'où aussi c'est un métier qui est très important. Attention, je ne parle pas des matériaux intelligents que seulement le domaine des ingénieurs civils. Il faut faire très attention. Et je conseille tous mes confrères, consoeurs, architectes, même les étudiantes architectes, de ne pas tomber dans le piège. Oh, nous, ça, c'est le domaine de l'ingénierie. Donc, je ne dis pas qu'on va convertir les architectes pour qu'ils deviennent des ingénieurs, mais attention, on doit les sensibiliser sur les différentes possibilités dans la recherche-action autour des matériaux et explorer avec les scientists les découvertes au niveau des matériaux pour les explorer dans les applications, quel mode de système de construction.
On a fait une expérimentation ici à l'UM6P extraordinaire. C'est le mini-campus modulaire. C'est le premier projet, je le dis avec tout le monde ici, c'est le premier projet à l'échelle de l'Afrique d'un mini-campus que par le modulaire. Et il y a, vous ne pouvez même pas distinguer que c'est du modulaire, et vraiment c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence d'intégrer les systèmes de structure modulaire intelligente grâce à une conception très originelle qui bien sûr, qui reflète un peu un génie du lieu. Et dans ce sens, c'est un nouveau métier. Le troisième métier aussi, c'est tout ce qui est facteur humain. Parce qu'au Maroc, on parle de développement humain. Attention, on n'est pas en Europe, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au pays de Golfe, où on peut faire des bâtiments que pour l'esthétique, comme Burj Khalifa. On est dans un pays en voie de développement, dans un continent africain en voie de développement. Et dans ce sens, je pense et je conseille tous les étudiantes architectes à aussi maîtriser les exigences de l'humain. Et dans ce sens, une petite dose de la sociologie, de l'anthropologie, de culture, du contexte, du tradition, pour répondre aux besoins des gens, en fin de compte. Nous, les architectes, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas des artistes que pour être des artistes, pas du tout. On utilise, on explore la créativité pour aller dans le mode de technologie, pour créer des contextes intelligents, pour servir les gens. Ce n'est pas pour créer des bâtiments beaux que pour l'esthéticisme. Voilà. Merci. Donc, merci d'avoir parlé des étudiants. Étant moi-même une étudiante en architecture, on a souvent tendance à entendre les termes architecture intelligente et architecture durable. Est-ce qu'une architecture intelligente est nécessairement durable? Et comment est-ce qu'une architecture intelligente peut être durable? Merci. Donc, c'est vrai, une architecture intelligente n'est pas forcément durable. Parce que l'intelligence des outils numériques, si on n'est pas conscient des résultats attendus, on peut arriver à des produits d'esthétique qui sont fantaisistes, donc c'est de la fantaisie et de la fiction, et on le voit de plus en plus. On voit de plus en plus, on est en train de concevoir des bâtiments intelligents, d'accord, où il y a de l'intelligence, mais pas forcément durable. Et dans ce sens, je vais démystifier un peu le mot durabilité. Durabilité, c'est comment booster le système immunitaire, d'accord, de l'humain ou de la communauté pour qu'il y ait un métabolisme du lieu et du milieu. Le lieu, c'est le côté tangible de l'espace. Le milieu, c'est le côté vivant et organique. Comment créer la vie, le milieu dans le lieu. Donc, si on utilise les outils numériques, on peut avoir des objets intelligents, mais pas forcément il y a la vie. D'accord? Donc, c'est dans ce sens, je pense, la durabilité, c'est plus complexe que l'intelligence. La durabilité, c'est un objectif. L'intelligence, c'est un outil. Mais l'intelligence, si elle est bien explorée, on peut arriver à une performance de la durabilité très avancée. Et c'est ce qu'on cherche à s'applaudir dans notre school. Et d'ailleurs, on a une convention signée avec UN Habitat. On est certifié comme école d'architecture de durabilité. Et avec tout le monde ici, on dit que l'architecte qui va être diplômé de la SAPLOSD, de la School of Architecture Planning and Design de la UM6P, doit respecter dans ses projets la durabilité. Et dans ce sens, la durabilité, c'est l'efficacité et l'efficience énergétique, la dimension communautaire, la dimension, bien sûr, des matériaux locaux, hygiène et savoir-faire local. Ce n'est pas dans le sens du patrimoine et romanticiser le patrimoine, mais plutôt explorer le patrimoine dans le sens de technologie pour le booster, à projeter notre futur. Les Marocains étaient toujours des génies en matière de construction. On a construit des médinas, on a construit des bâtiments, des kasbahs, des qsours, mais on ne va pas que pleurnicher autour de ce portfolio de réalisation architecturale urbaine territoriale, mais on doit les explorer avec l'outil numérique intelligent pour booster la durabilité et la résilience du futur.
Et je pense que c'est ça notre responsabilité. Et je suis fier de nos étudiants de la SAPLOSDI. Déjà, depuis la première année, on ne fait pas comme jusqu'à la troisième année ou la quatrième année, on va introduire les étudiants aux notions de durabilité. Non, pas du tout. Dès la première année, ils sont déjà sensibilisés sur ces questions de la durabilité et l'importance des différentes dimensions de la durabilité. La dimension communautaire, sociale, culturelle, la dimension technologique, et je dis technologie, mais entre parenthèses, techné, c'est le mot grec qui reflète plutôt le génie savoir-faire local, qui est au-delà de la technologie, qui est que le bébé de la science. Parce que la technologie, c'est quoi? C'est un outil de répétition et d'industrialisation. Mais le techné, c'est le savoir-faire et le génie savoir-faire et comment l'explorer dans le sens de vraie intelligence communautaire et vraie intelligence humaine au-delà de tout ce qui est numérique. Et puis, dans la durabilité, la question, bien sûr, de gouvernance, on ne parle pas de la gouvernance classique, mais plutôt de leadership. Notre université, le M6P, elle est autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Un architecte, par son métier depuis des siècles, il est toujours entrepreneur, il est toujours innovant. Donc, et dans ce sens, dans l'ADN de la School, il y a cette question de l'entrepreneuriat et de l'innovation et du leadership, parce que lorsque vous allez orchestrer un projet de A jusqu'à Z, donc jusqu'à la réalisation, on doit orchestrer aussi tous les acteurs autour de ce projet, et surtout dans les méga-projets comme des villes durables, etc. Donc, vraiment, c'est du vrai leadership. Et dans ce sens de durabilité, il y a cette leadership qu'on doit bien sûr donner à l'étudiant, l'étudiante, mais aussi quel leadership par rapport aux nouveaux bâtiments, aux nouveaux quartiers, aux nouveaux villes, aux territoires. Donc, les 4 ou 5 créneaux du durabilité sont très présents dans notre cursus pédagogique et aussi dans le réseau des partenaires de SAPLOSDI. On est fier d'avoir un réseau très fort, comme MIT, Virginia Tech, Stanford, University of Stanford, l'École Polytechnique. Il y a aussi Westminster University, donc l'Université de Tokyo au Japon. Donc on a, c'est seulement énuméré quelques exemples, mais ce réseau aussi international, il est très important. Pourquoi? Parce que cette question de durabilité devient de plus en plus internationale. Et on est très impliqué dans les Nations Unies, aussi dans le réseau UNESCO. D'ailleurs, la ville de Ben Guerir, elle est maintenant nommée comme ville apprenante. Et les architectes, ils ont beaucoup de choses à fournir pour ce chantier de durabilité, de résilience et de l'intelligence. Merci. Donc, c'est bien que vous avez parlé de la dimension territoriale et aussi de la notion de résilience. Que veut-on dire par les territoires résilients? Et que veut-on dire par la résilience, plus exactement? C'est vrai, le mot résilience, c'est-à-dire la genèse ou la naissance du mot résilience a été surtout autour des catastrophes. C'est-à-dire comment, lorsqu'il y a une sorte de catastrophe, comment rebondir autour de cette crise, de cette catastrophe pour remédier à la situation. Mais maintenant, on n'est plus sur cette définition de résilience. La résilience, oui, c'est vrai, la résilience a évolué grâce aux différents problèmes, d'accord, posés à travers l'histoire de l'humanité pour trouver des solutions. Mais attention, les solutions qui se sont générées autour des catastrophes, ils ont donné de la résilience et de la résistance. Et dans ce sens, lorsqu'on lit le mot territoire à la résilience, c'est intelligent. Pourquoi? Parce que dans le contexte de Covid-19, par exemple, les Marocains, ils ont démontré qu'on est résilient. Et on peut faire face à une crise nous-mêmes, sans l'apport de l'extérieur. Et c'est ça ce qui est important. Et c'est le futur du Maroc et de l'Afrique. C'est comment aller dans des territoires résilients. Donc, un territoire résilient, c'est quoi? C'est un territoire où il y a un capital, où il y a un savoir-faire local. Et il y a une accumulation d'expériences humaines par rapport à un lieu et un milieu pour créer une intelligence territoriale. D'où l'importance de l'innovation territoriale. Donc, ce n'est pas la résilience territoriale dans le sens des catastrophes, mais plutôt cette résilience qui va trouver des résolutions au moment de crise va nous donner des scénarios de durabilité, d'accord, adaptés
à notre contexte, à notre territoire, mais tout en prenant les leçons de l'étranger, soit de l'Europe, des États-Unis, du Japon, mais toujours on a notre propre le mandouma, on a notre propre système qui est en train de se régénérer et de se générer tout en empruntant l'intelligence des autres. Ce n'est pas dans le sens, bien sûr, de profiter des autres. C'est le contraire. Si on n'a que des outils importés, parachutés, on n'arrivera jamais à un territoire résilient. Et je pense qu'il faut revoir cette question de l'intelligence autour de la résilience. Et pour un peu faire un contraste entre les trois mots résilience, durabilité, intelligence, la résilience, elle est plus profonde que la durabilité. La résilience, c'est vraiment le DNA, c'est le système immunitaire, c'est le capital. La durabilité, c'est le process de garder la résilience. Et l'intelligence n'est qu'un outil intelligent pour booster la performance de la durabilité et d'augmenter le niveau de la résilience. Et notre School of Architecture, Planning and Design, l'UM6P, c'est ça son épine dorsale, vraiment. Parce qu'on ne peut pas maintenant tolérer de travailler sur le projet d'architecture comme un projet purement esthétique ou un projet purement de profit économique. C'est vrai, la dimension économique elle est très importante, mais il ne faut pas oublier qu'on est en train de cultiver un sens d'une nouvelle culture à base de notre culture enracinée dans l'histoire pour aller vers un futur de prospection et de prospective pour arriver à des territoires qui sont plus résilients. Un dernier message que je voudrais transmettre à notre chère audience étudiants et étudiantes à travers le Maroc et pourquoi pas à travers de l'Afrique qui veulent bien sûr être dans le chemin de l'architecture, c'est que l'architecture n'est plus vue que bâtiment. L'architecture devient multi-échelle grâce à cette intelligence. Maintenant, on peut simuler des villes, on peut faire des simulations pour des territoires. Dans ce sens, on a un laboratoire au sein de la SAPLOS 10, le laboratoire de la performance et l'innovation territoriale. C'est quoi? On est en train de simuler la résilience et la durabilité des territoires par des outils de simulation et de modélisation. Et on a un autre laboratoire de l'approche intégrée de développement durable, de la modélisation de la durabilité. Et d'ailleurs, on a une commune rurale dans la région de Rahamna qui est comme cas d'étude d'expérimenter les modèles de durabilité de la conception à la réalisation. Et c'est le premier projet à l'échelle nationale. Ce n'est pas l'approche sectorielle fragmentée, la santé, éducation, environnement, etc. Mais c'est une conception intégrée pour booster la durabilité et on va mesurer cette durabilité. Et bien sûr, on a d'autres laboratoires comme le Urban Metabolism avec le MIT, c'est comment booster cette résilience et durabilité dans le métabolisme des territoires, etc. C'était justement ma prochaine question, c'était des exemples concrets de comment est-ce que l'architecture intelligente peut justement remédier à toutes ces contraintes de résilience. On a des changements climatiques, on a la raréfaction des ressources, on a la pollution aussi. Donc, quelles sont les solutions concrètes qu'apporte l'architecture intelligente à cela? C'est donc l'architecture intelligente, bien sûr, on ne va pas l'amplifier ni donner une dimension plus importante par rapport aux autres disciplines, parce qu'il y a d'autres disciplines qui sont impliquées, on doit être modeste, mais je pense que l'architecture intelligente, ce n'est pas seulement l'intelligence que pour l'intelligence, mais plutôt dans les créneaux de la durabilité. Par exemple, l'optimisation des ressources. Le grand problème du futur, c'est question de l'eau, question de l'électricité, question des énergies. Et dans ce sens, les bâtiments dévorent, ils consomment. À l'échelle nationale, peut-être le secteur du bâtiment consomme à peu près 40 jusqu'aux 50% de l'énergie nationale. Et dans ce sens, donc, l'optimisation des ressources elle est très importante. La question, bien sûr, du changement climatique et comment les villes doivent être reconçues avec de l'intelligence pour avoir cette résilience et durabilité, pour réduire un peu la pollution, etc. La question aussi, il ne faut pas oublier la question aussi de, comme j'ai dit avant, la question de la
la communauté, le bâtiment seul ne peut pas générer une ville. Et c'est ça la problématique des villes nouvelles, la première génération des villes nouvelles au Maroc. Maintenant, ce sont des villes fantômes. Je le dis, ce n'est pas moi-même que le dis, mais le terrain le dit. Donc, c'est dans ce sens, ce n'est pas dans le sens de multiplication d'un R+2, R+3 qui va créer une ville nouvelle durable. Donc, c'est comment aller dans la dimension multi-échelle pour maîtriser la performance des différentes composantes du territoire. Et dans un sens holistique, heuristique, pour arriver à des ensembles cohérents et des ensembles durables, avec une performance autour de la résilience et de la durabilité. Et l'architecture, c'est une unité de travail qui est très essentielle pour orchestrer cette performance urbaine et territoriale. Donc, il y a un lien fort entre l'architecture, l'urbanisme, le territoire. Il ne faut pas, je le dis tout le temps, il ne faut pas centraliser la formation de l'architecte que autour de l'architecture. Parce que l'architecture, c'est l'un des fondements de l'établissement humain. Donc, concrètement, comment suggérez-vous aux étudiants, enfin aux jeunes étudiants d'architecture, comme moi d'ailleurs, de s'adapter à cette nouvelle tendance d'architecture intelligente? Donc, les étudiants et les étudiantes, donc c'est vrai, il y a le cursus. Donc, on doit révolutionner les cursus pédagogiques de la formation d'architecte. C'est pas dans le sens de réduire un peu le côté créatif et aller dans le côté technologique ou ingénierie, mais plutôt maintenant la technologie, il devient un élément intégré de notre formation, même au niveau primaire. Donc, la nouvelle génération des étudiants, c'est pas comme les années 20 et les années 50. Les iPads, les caméras, donc les laptops et tout ce qui est simulation, utilisation des softwares et tout ça, c'est la nouvelle génération, ils sont très bien préparés pour cela. Donc, on ne doit pas rater d'introduire ces éléments dans le cursus d'une manière intelligente. Et aussi, il y a une autre dimension qui est très importante. Ce n'est pas le cursus pédagogique formel qui va sensibiliser les étudiants. J'invite les étudiants, comme par exemple à notre école, vous êtes étudiante de notre école, et je suis très fier, il y a des clubs, donc des activités parapédagogiques. Donc des clubs autour de l'optimisation des énergies, il y a des clubs autour de tout ce qui est intelligence, il y a des clubs des étudiants, tout ce qui est liaison entre l'architecture et la technologie, entre bien sûr les arts et la créativité et l'architecture. Donc j'invite l'étudiant, parce que l'étudiant et l'étudiante dans un cursus de 6 ans, d'être sensibilisés eux-mêmes grâce à un cursus intelligent, interactif, mais avec le hands-on learning by doing, et grâce à l'EM6P et l'écosystème OCP, on a un laboratoire vivant exceptionnel, les villes vertes comme Ben Gurir, Fos Bokra, Mazagan, ainsi que le nombre de projets, méga-projets de l'OCP qui sont dans l'écosystème, qui sont comme sorte de living labs pour notre école. Ainsi, bien sûr, faire beaucoup de travaux de terrain dans le monde rural, le monde urbain, sans être centralisé à Rabat ou Casa dans l'urbain. Mais attention, 70% du territoire national, il est toujours rural et on est fier de cette ruralité qui devient une mode à l'échelle internationale. Donc, il faut profiter de cela et les étudiants doivent être en interaction d'une manière continue avec le terrain. Et je dis tout le temps à mes étudiants, le terrain suggère le but et la méthode. Ce n'est pas le but et la méthode académique figée dans une université, mais plutôt un contexte très complexe avec un terrain qui a beaucoup de paramètres, la possibilité de démanteler ce territoire grâce à une architecture qui n'est pas seulement liée à un bâtiment, mais plutôt l'architecture des territoires pour arriver à cette résilience et nos étudiants et étudiantes, ils ont la chance d'être à l'UM6P parce que l'UM6P, par son infrastructure intelligente, par ces territoires qui
dans des territoires comme Rahamna. On n'est plus sur la métropolisation, l'urbanisation, j'ose dire, clandestine qui est en train de consommer les énergies, de consommer les terrains agricoles comme Casablanca. Vraiment, nos étudiants et étudiantes, en tant que lauréats, lorsqu'ils vont avoir leur diplôme, je suis certain qu'ils auront un capital par la nature de leur formation intelligente de prospecter un futur pour les territoires au niveau du Maroc et pourquoi pas au niveau du continent africain. Professeur Douane, tout à l'heure, vous avez parlé d'un aspect qui est très important de l'architecture intelligente. Vous avez dit qu'elle est là pour servir l'humain. Justement, aujourd'hui, cette émission, elle est destinée aux jeunes et je voudrais savoir comment l'architecture intelligente peut justement répondre à un besoin culturel. On sait que les jeunes ont de plus en plus besoin d'un accès à la culture. On voit que dans des villes comme à Ben Gurir, c'est un peu difficile. Alors, comment l'architecture intelligente peut justement remédier à cette problématique-là? Oui, effectivement, comme étudiants ou nous, membres de la communauté de l'UM6P, on est à Ben Gurir. Mais grâce au numérique, Ben Gurir, il devient le centre du monde. Il devient le centre du national. Parce que toutes les capsules des cours, l'UM6P a contribué à enseigner, par exemple, tous les étudiants à l'échelle nationale. Donc, grâce au numérique, on peut réinventer la culture. Maintenant, on est en train de créer une nouvelle culture à Ben Gurir. Ce n'est pas dans le sens de parachutisme comme les pays du Golfe, mais non, on est des Marocains dans un territoire marocain et grâce au numérique et grâce à la décision intelligente de fonder une université dans un territoire résilient comme celui de Rahamna, on est en train de révolutionner la notion d'une université comme vecteur et comme catalyseur de la durabilité de la résilience des territoires avoisinants. Et dans ce sens, je pense la communauté des étudiants de l'UM6P, grâce au numérique, ils communiquent à l'échelle internationale. On est très bien connectés à l'échelle internationale. Et je pense que la communauté de nos étudiants et étudiantes à l'échelle de l'université, ils sont en train aussi de forger une nouvelle manière de voir la culture dans une petite ville intermédiaire comme Ben Gurir. Et je pense que c'est ça le futur. Et merci pour cette question parce que vous avez souligné que vous avez donné un cas très intelligent de quoi, c'est quoi l'intelligence et c'est quoi l'apport du numérique. Le numérique, ce n'est pas dans le sens des jouets et des gadgets. Il peut facilement... le numérique, maintenant, il est bien pour tout ce qui est jouets, gadgets. Mais il faut aller au-delà et de dire comment explorer ce numérique et cette intelligence pour créer une culture augmentée. La différence entre culture et culture augmentée, la culture, c'est un capital acquis d'un contexte où on vit. Et la culture augmentée, comment aller dans des territoires comme celui de Ben Gurir. Avant, on disait c'est le tabula rasa, il n'y a rien, mais maintenant, on ne peut pas dire ça. Et même, on a changé le mindset des Marocains sur une petite ville intermédiaire, Ben Gurir, qui devient sur la scène internationale. Et je pense que c'est ça le génie des décideurs du Maroc, de pouvoir choisir ce territoire pour fonder une université et surtout l'élément savoir, grâce au numérique, comment il peut promouvoir, d'accord, et booster la durabilité, la résilience et le développement, un vrai développement intégré d'un territoire comme celui de Rahamna ou comme celui de la petite ville de Ben Gurir et ses environs. Alors, c'est bien que vous avez parlé de futur. On va faire un petit saut dans le futur derrière. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'intelligence artificielle pourra remplacer les architectes et rendre leur travail obsolète? Impossible que l'intelligence artificielle remplace les architectes. Peut-être dans les films sci-fi, donc le science-fiction, dans le sens où on a quitté tous la Terre et on est sur Mars, et puis l'intelligence artificielle qui va dominer d'autres planètes, oui, dans le sens de fiction, oui, mais dans le sens de la réalité, impossible. Parce que l'intelligence artificielle, machine learning, les IoTs et tous ces éléments-là, c'est quoi? C'est une sorte d'émulation, d'imitation
d'accord, de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine est très complexe, d'accord, est très complexe, et il y a un acquis des siècles et des siècles. Donc, il y a la temporalité que la machine, il ne peut pas remplacer l'humain, même dans 2, 3 siècles. Et dans ce sens, on doit aussi, nous, être intelligents pour orienter l'intelligence artificielle. Comment orienter cette intelligence artificielle pour qu'il soit à notre service, et ce n'est pas le contraire. Donc, si on veut l'orienter dans le sens de destruction, on peut. Et dans ce sens, il faut des résolutions à l'échelle internationale que l'intelligence artificielle doit booster la performance dans le sens de la durabilité et booster le bien-être du facteur humain sans qu'il soit le contraire, de détruire comme l'industrialisation du 19e siècle. Avec l'invention de la machine, on a cru qu'on a facilité les choses, on a bien sûr boosté la rapidité de l'industrialisation, mais on a maintenant réalisé que cette industrialisation a créé beaucoup de problèmes sur la pollution, sur le changement climatique et tout ça. Donc je pense que l'intelligence artificielle, il peut rectifier les erreurs de cette industrialisation et de prospecter un futur qui est plus livable, donc qui est plus créé autour d'une vie saine, normale. Et bien sûr, l'intelligence artificielle peut servir à beaucoup dans le cadre de Covid-19, comment on a pu accéder aux différentes communautés à l'échelle internationale, même dans les régions les plus loin, donc grâce à cette intelligence artificielle. Donc, je crois que c'est notre décision d'orienter cette intelligence artificielle dans le monde de l'architecture, des territoires, et pourquoi pas la santé, l'éducation. Et je pense que les nouvelles générations ont de la chance d'avoir ces outils pour accélérer leur processus d'apprentissage qui devient de plus en plus facilité par ces moyens numériques. Professeur, une dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent justement se lancer dans le domaine de l'architecture? Les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine de l'architecture, je pense qu'il y a des choses, des prérequis, d'accord, dans l'étudiant, même au niveau de lycée. Et dans ce sens, je souhaite que les cursus pédagogiques au collège, au lycée, de ne pas être figés, et ce n'est pas ma critique, c'est une critique un peu générale, dans la question de seulement mémoriser ou dans le sens d'apprentissage des acquis qui sont statiques. Les étudiants retenus dans notre école, par exemple, on trouve qu'ils ont des difficultés sur la question de la créativité et de l'innovation. Donc, j'invite les étudiants, avant bien sûr le baccalauréat, d'explorer des pistes des soft skills. Des soft skills. On a des difficultés à avoir des étudiants avec des soft skills. Ils sont hyper intelligents dans les maths, dans le physique, dans les sciences naturelles et dans toutes les matières, d'accord, soit littéraires ou scientifiques. Mais le problème, il y a une autre dimension. La personne elle-même n'est pas outillée par la dimension créative et par la dimension du soft skills sur le plan communication, sur le plan comment percevoir, comment conceptualiser un problème, comment résoudre des problèmes complexes. Donc, je pense, j'invite les étudiants à avoir ces capacités avant d'accéder à l'architecture. Parce que l'architecture, en fin de compte, c'est quoi? C'est comment démanteler des systèmes complexes, de trouver les vraies variables pour trouver des solutions dans le bâtiment, dans la ville, dans les territoires. Et cela n'est pas seulement limité à l'architecture. Même la médecine, il y a aussi une dimension tangible, intangible. Il y a une intelligence intangible et comment l'appliquer à une tangibilité en matière de comment on va résoudre un problème dans le corps humain. Et dans ce sens, il y a toute une analogie entre l'architecture et la médecine. Dans la médecine, il y a l'anatomie des corps, mais dans l'architecture, l'anatomie des bâtiments. On a même des mots en commun comme pathologie des bâtiments, etc. Donc, j'invite les étudiants à aller au-delà
au-delà des études classiques et de se réinventer. Et c'est ça le rôle de l'UM6P. Le rôle de l'UM6P, ce n'est pas seulement de la pédagogie classique, mais de la pédagogie de transformation de la personne. L'étudiant et l'étudiante, s'ils passent par l'UM6P, on doit garantir qu'ils vont se transformer dans le sens de l'innovation, l'entrepreneuriat, l'impact mesurable, d'accord, pour qu'ils soient plus performants, plus efficaces dans un marché professionnel en mutation rapide. Et si on ne le fait pas, on sera très en retard par rapport à l'international et aux standards internationaux. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot avant de clôturer? Merci beaucoup. Donc, le dernier message, je pense que les étudiants et étudiantes de l'UM6P ont la chance d'avoir un écosystème de transformation, d'accord, de la personne elle-même. Et je pense l'étudiant et l'étudiante doivent être créatifs, d'accord, très créatifs. Donc la créativité, la critique, mais la critique constructive, c'est comment ne pas seulement accepter une évidence, mais d'argumenter autour de cette évidence pour aller dans la construction à travers de la vraie critique, d'accord, et aussi aller dans le sens d'être dynamique et créer l'opportunité au lieu d'être tout le temps sujet. Il faut se lancer, de trouver de propres solutions autour de cette intelligence, au-delà du numérique. Et le dernier terme, peut-être qui est très important, pour l'audience des étudiants et étudiantes, c'est toujours être lié au marché professionnel, même durant le cursus de formation. Le learning by doing, pourquoi? Parce qu'on doit bien sûr avoir des étudiants et étudiantes qui ont un sens de leadership avec un impact concret sur notre territoire. Et le Maroc a besoin de votre génération des étudiants et étudiantes plus performants, plus dynamique, plus énergétique pour trouver des solutions. Ce n'est pas trouver des problèmes, trouver, oui, les problèmes, mais de les démanteler d'une manière intelligente pour aller en avant dans le développement durable de notre cher pays et pourquoi pas notre pays comme exemple et modèle du continent africain à l'échelle internationale. Et je vous remercie. Merci à vous, professeur. Ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème, de nouveaux experts et bien sûr de nouveaux étudiants curieux. À la semaine prochaine et au revoir.